Bonjour tout le monde, ici Vincent Doméric. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau type de vidéo, puisque pour notre contenu 2026, on voulait vraiment sortir de juste parler et de jaser, comme malheureusement on le voit beaucoup trop souvent. On veut vraiment aller dans le concret, notamment dans les outils, comment les maîtriser au mieux, et notamment pour les maîtriser au mieux. Encore plus avec l'arrivée de l'IA où il faut s'intégrer de plus en plus avec voilà, tous les systèmes avec lesquels on travaille. Suivre l'évolution de ces outils est super important pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui est maintenant possible, alors que ce n'était pas possible juste quelques semaines en arrière. Donc on aimerait créer des types de contenu où de manière très concrète, on va dans les outils, on regarde ce qui est nouveau, on suit les changelogs, et nous on vous explique, un, on sélectionne ce qui est important, deux, on essaie de vous montrer en direct un petit peu qu'est-ce qui est nouveau, et on vous parle bien sûr de qu'est-ce que ça vous permet de faire en tant que product manager, en tant que personne travaillant dans des équipes produits, pour que vous puissiez voilà, tirer au profit au maximum et être le meilleur PM, les meilleures équipes produits possibles. On va faire ça sur deux outils. D'un côté, Jira, puisque c'est un outil avec lequel on travaille énormément avec nos clients, on le suit de très près. Disclaimer, dans le cas de Jira, on est des partenaires officiels Atlassian, donc on peut avoir des incitatifs quand on travaille avec cette plateforme-là, mais le contenu sera vraiment suivi de l'évolution, et s'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas prêtes et qu'on veut recommander de ne pas les utiliser, on n'a aucun problème pour le dire. Et en fait, on va le recommander parce que c'est mieux d'attendre un petit peu plus, mais d'être très satisfait plutôt que de s'embarquer dans quelque chose de nouveau, mais qui malheureusement peut être un petit peu, pas buggé, mais voilà, il manque un petit peu de finition, c'est important. Et l'autre plateforme qu'on va suivre, c'est Posthog. Là, pour le coup, on n'a aucun partenariat, aucune affiliation, mais c'est une plateforme avec laquelle on travaille énormément, qu'on déploie également avec nos clients, et on l'adore. Donc ça me fait très plaisir, moi, de pouvoir partager comment cette plateforme-là évolue, d'autant plus qu'elle évolue extrêmement vite. Pour cette première vidéo, on va dans Postdoc pour voir qu'est-ce qui est nouveau depuis le mois de janvier et maintenant début février 2026. Et ça évolue énormément, puisque maintenant Postdoc, en fait, il faut le voir comme une collection d'apps avec des équipes qui travaillent de manière totalement indépendante. Et je lisais juste la semaine dernière, PostHog maintenant est rendu à 43 squads qui travaillent en parallèle. Et donc, bien sûr, ça veut dire, et là c'est ce qu'on voit dans mon split de gauche, qu'à chaque semaine, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui sortent de toutes ces équipes-là. Et on va être honnête, c'est vraiment compliqué à suivre. Et là, et je peux le confirmer, il ne publie même pas tout. Je tombe parfois sur des nouveautés, ça a été documenté ou du moins communiqué nulle part. Donc c'est quand même un défi pour eux à faire. Donc j'espère que ça sera utile pour tout le monde, que sinon on va essayer de sélectionner les choses importantes pour vous vraiment les fournir en quelques minutes pour que vous puissiez suivre. Soit vous êtes des utilisateurs de PostHog et ça va être un moyen pour vous de suivre l'évolution et puis d'être capable d'aller tirer profit de ce qui est nouvellement disponible. Et si jamais vous n'êtes pas des utilisateurs de PostHog, ça peut être un bon moyen de voir très concrètement avec voilà, du partage d'écran, etc. Qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne et comment ils sont en train d'évoluer petit à petit pour vous aider, pourquoi pas, dans une décision d'achat ou du moins d'implantation de la plateforme. On essaiera de faire ça toujours en environ 10 minutes. Comme ça, vous prenez un petit café pendant que vous écoutez la vidéo et ensuite vous êtes reparti dans vos activités de la journée. Donc, plongeons pour qu'est-ce qui s'est passé dans Postog un petit peu depuis le mois de janvier. On va faire un peu mi-janvier jusqu'à mi-février, puisqu'il s'est passé bien sûr quand même pas mal de choses. On va commencer avec la troisième semaine, juste pour s'assurer qu'on ait le temps de tout couvrir. Puis après, on refera ces vidéos-là de manière mensuelle. Quelque chose de très important, et ce sera juste vraiment le mentionner. Il y a une nouvelle fonctionnalité dans PostHog qui s'appelle les endpoints, qui vous permet en fait donc dans PostHog de configurer des graphiques, donc des stats, des métriques que vous allez définir, des insights pour les utilisateurs de PostHog. Et en fait, maintenant, ils vous ont donné une API pour pouvoir loader ces graphiques-là directement dans vos applications. Donc très utile si vous voulez bâtir des applications ou des pages des features de reporting, de tableau de bord. Vous pouvez un peu tout définir dans PostHog et ensuite vous loader directement dans votre app les bonnes vues pour vos clients. La vue endpoint, en fait, elle est optimisée pour être beaucoup plus rapide à charger et beaucoup moins cher, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez faire énormément de hits et ça fonctionne extrêmement bien. C'est la préparation de leur fonctionnalité de Embedded Analytics, où en fait, PostHog est en train de travailler fort pour permettre en fait de créer de l'analytics qui va ensuite être embedded, embarqué, intégré directement dans les applications pour vos clients, pour vos utilisateurs. Donc super pour du B2B2C par exemple, ou même du B2B2B, quand il y a plusieurs intermédiaires qui sont présents.
Donc, je le mentionne, on n'ira pas trop dans les détails quand ça évolue. C'est nouveau, c'est en bêta. Vous pouvez aller expérimenter, mais rien de plus vraiment pour le moment. Quelque chose d'intéressant aussi dans les feature flags, on peut maintenant targeter comme condition les versions de votre application. Donc avant, quand on avait des propriétés qui étaient des versions, je vais mettre la capture d'écran ici, je ne pourrais pas la stopper. Vous avez par exemple version 4.2.3, c'est une string parce que c'est du texte pour dire 4.2.3. C'est pas possible quand on a ça de dire je vise la version qui est supérieure à 4.2.3 parce que c'est une string. Donc maintenant ils ont créé un nouveau type qui s'appelle semver que vous voyez ici. Et en fait, vous dites, c'est une string mais spéciale, c'est du tagging de version. Et donc maintenant, ça active les conditions pour dire au-dessus ou en dessous. Donc on peut traiter finalement de manière numérique une string de texte et comme ça correctement viser voilà, les versions. Extrêmement utile bien sûr, notamment pour les applications mobiles. Quand vous avez une nouvelle feature, vous voulez juste que ça s'affiche sur ceux qui ont mis à jour l'app et pas sur les autres. Ça peut être un moyen voilà, comme ça de pouvoir correctement cibler votre feature flag. Donc ça c'est voilà, c'est des petits détails, mais en termes de quality of life, en bon français, qualité de vie dans le quotidien, là, ça fait une belle différence. Autre élément aussi que je voulais mentionner, c'est les Customer Profiles. Ça, c'est quelque chose qui évolue vraiment discrètement. Mais en fait, maintenant, puis je vais vous montrer ça directement dans la démo, quand vous allez dans la partie People and Groups, donc le suivi des utilisateurs, de plus en plus, puis il y a beaucoup de choses qui ne le disent pas, mais ça évolue un petit peu tous les jours, vous avez en fait un tableau de bord pour chaque utilisateur, dans lequel vous pouvez maintenant définir des métriques clés, savoir voilà, pour chaque utilisateur, le nombre de submits ils ont fait ou le nombre de fois qu'ils ont utilisé telle ou telle feature pour vraiment pouvoir les suivre dans votre profil. Vous pouvez suivre le feed de leur session, s'ils ont utilisé vos fonctionnalités de LLM. Si vous avez connecté Zendesk, vous pouvez également suivre un petit peu les tickets de support qu'ils ont pu voir. On voit que vraiment, ils sont vraiment en train de créer ce centre de pilotage pour vraiment rassembler les informations qui viendront de tous les systèmes. Très important, PostHog vise à devenir un Customer Data Platform, donc vraiment d'être la source de vérité sur laquelle on va venir connecter tous les systèmes pour ensuite synchroniser avec les data pipelines. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on a notre source de données qui est au centre. Donc par exemple, je mets à jour mon email. Euh, Ça va être enregistré donc dans PostHog. Et ensuite, les data pipelines, ça va automatiquement exporter cette information-là pour la mettre à jour dans le CRM, si vous avez HubSpot par exemple pour le suivi de vos ventes et de vos leads. Ça peut également aller mettre à jour mon email dans Intercom ou dans Zendesk, dans l'outil de support à la clientèle. Et comme ça, finalement, tout le monde voit la même chose en tout temps et PostHog est au centre et est la source de vérité. Ce qui est génial, bien sûr, c'est que les data pipelines fonctionnent dans les deux sens. Si jamais dans un support à la clientèle, j'envoie un message, je dis au fait, n'oubliez pas, mettez à jour mon email parce que j'ai changé. Si quelqu'un dans le support à la clientèle met à jour, boum, ça envoie un événement dans PostHog qui va mettre à jour dans le data warehouse et ensuite ça va redéclencher le dispatch pour aller mettre à jour tous les autres systèmes. Et là, ça peut être un moyen justement d'avoir ce viewer un peu comme une application back-office et de regarder un petit peu tout ce qui se passe. Donc super intéressant. Il y a les mêmes choses qui se font aussi pour les groupes, pour le suivi des comptes B2B. Donc n'hésitez pas à retourner voir régulièrement cette page-là parce qu'elle change un petit peu toutes les semaines et mine de rien, on a de plus en plus cette visibilité à 360 degrés pour que ça devienne un outil vraiment cool euh, en termes de visibilité et de centralisation des données et des profils utilisateurs et clients. Donc il y a ça qui est intéressant et je me suis perdu où c'est que j'en étais. Ah voilà, Customer Profiles. Et enfin, une autre chose, et là on est toujours sur la troisième semaine de janvier, hein, comme quoi il y a plein de petites choses hyper concrètes. Mise à jour des workflows, notamment avec une nouvelle fonction de filtre. C'est là que je vais aller vous la montrer en fait en direct parce que je sais que j'ai un workflow que je dois mettre à jour justement. Donc c'est ici les workflows. Donc là ici, on est vraiment dans du réel hein, chez nous. On a la possibilité sur notre site web de télécharger notre case study, donc sur une transformation agile qui est augmentée, accélérée grâce à notre plateforme et à notre IA. Et bien sûr, quand les gens ont téléchargé le case study, ce que j'ai fait, c'est que je veux leur envoyer un email de follow-up le jour suivant. Et bonjour, vous avez lu notre case study, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous booker un petit appel. Ça nous fera très plaisir de vous en dire plus. Hein. Bien sûr, on veut travailler nos leads. Donc le workflow est super simple. Quand on a un download,
il y a un événement qui rentre. Et là, ici, la fonctionnalité workflow, c'est comme un Zapier ou un Make ou un N8N. On crée de l'automatisation. Je dis, on attend 24 heures, parce que je ne veux pas bien sûr envoyer un email une minute après le téléchargement. On attend le lendemain. Et surtout, je veux pas envoyer moi d'email en dehors des heures de travail. Je veux pas générer des notifications. J'adorerais une fonctionnalité de planification euh, sur, euh, sur LinkedIn, par exemple, pour pouvoir envoyer des messages, bah voilà, encore une fois, seulement sur les heures de travail, de façon à pas embêter sur le téléphone avec des notifs et ainsi de suite. Moi, ça m'énerve, donc je veux pas le faire pour pour mes propres clients ou contacts. Donc, j'ai rajouté une fonctionnalité qui dit seulement envoyer, avancer à l'étape suivante à certaines conditions. Donc là, je dis, voilà, seulement pendant les jours de la semaine, du lundi au vendredi, et envoyer l'email entre 12 et 16 heures. Pourquoi on a mis entre 12 et 16 heures? Parce qu'en fait, c'est le laps de temps qui fonctionne aussi bien pour l'Europe que pour l'Amérique du Nord. Nous, on a des clients vraiment sur les deux régions. Donc, ça permet vraiment de nous assurer on va embêter, on va embêter personne. Maintenant, ce qui est génial, et ça c'est une nouveauté justement qui arrive sur le niveau moyen de filtrer, on peut s'aligner sur la time zone de la personne. Donc si la personne est basée en Europe et qu'elle est enregistrée sur time zone européenne, les heures à laquelle on va la contacter, c'est les heures qui correspondent à sa time zone. Donc moi ce que je voulais idéalement, c'est être capable de pouvoir les contacter non pas à 12 heures UTC, qui était là, donc seulement finalement pendant le matin, très tôt le matin en Amérique du Nord, ou en après-midi, début d'après-midi pour l'Europe. Je vais pouvoir dire, que tu sois en Europe ou en Amérique du Nord, idéalement, moi je veux que tu envoies l'email entre 7 heures et 8 heures le matin. Moi le rêve, hein, c'est 7h55, mon petit courriel, je suis en haut de la boîte d'email avant de commencer la journée. Et on envoie seulement cette heure-là basée sur l'utilisateur. Donc voilà un changement super concret par une petite update qui me permet vraiment de faire exactement le workflow que je voulais. Donc on va le faire, on va sauvegarder et on va le garder comme ça. Donc voilà, petit changement de production juste pour vous. Et ensuite, donc, vous voyez, si on passe la condition, c'est la bonne heure. Et ben ensuite, on envoie le follow-up email. Moi, je fais juste une seule relance. On n'est pas dans des séquences où on va embêter les gens 15 fois à la suite. Mais au moins, je maîtrise exactement quand est-ce que je veux pouvoir faire une réponse de suivi. Donc voilà un exemple concret de nouvelles fonctionnalités que je l'avais repéré, hein, bien sûr, avant de faire la vidéo. Et on peut avancer comme ça. Ensuite, changement de semaine, et puis on est déjà à 12 minutes, donc juste en faire 2-3 supplémentaires, puis je pense que février méritera une autre vidéo, mais des choses quand même très intéressantes. Donc on a la possibilité de pouvoir connecter des systèmes, des plateformes de paiement, comme Stripe ou Chargebee et d'autres. Et maintenant, en fait, ils vont directement intégrer les lifetime value, le MRR de chaque profil ou de chaque compte directement dans la vue des groupes et des profils. Donc voilà, juste l'information encore supplémentaire. Bien sûr, après, vous pouvez créer des stats et ainsi de suite. Vous pouvez combiner le comportemental dans l'app avec les informations de souscription, de quel plan ils font partie, etc. Très intéressant. On a également une nouvelle fonctionnalité qui était au niveau des sondages. Alors on change de sujet, fonctionnalité de sondage dans PostHog. Avant, on pouvait juste avoir le widget qui allait popper dans l'application. Et en fait, maintenant, ça y est, ils ont vraiment fait un système où le survey est donc leur plateforme cloud. Et ce qui fait qu'ils vous donnent un lien. Et vous pouvez donc soit donner le lien à vos utilisateurs à la Typeform ou n'importe quel autre, et ils sont capables de remplir le lien en format web. Ou alors, vous pouvez l'embarquer selon votre convenance, j'allais dire n'importe comment, mais la façon qui vous arrange à travers une iframe que vous allez pouvoir aussi un petit peu configurer, etc. Donc ça, c'est super intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est que ça vient vraiment maintenant concurrencer, la compétitionner avec les outils bien établis. Et comme c'est pas de coût supplémentaire, mine de rien, nous, on n'a même pas d'abonnement de Typeform. On l'avait déjà arrêté, mais là, vu comment nous on l'utilise, je pense que ça y est, c'est fini. On va pouvoir vraiment déconnecter notre compte Typeform. Donc on l'a pas encore fait, mais on regarde un petit peu là-dessus. Autre chose également intéressante que je voulais mettre de l'avant, peut-être pas ici finalement, la fonctionnalité d'évaluation des LLM pour laquelle on a déjà fait une vidéo de tutoriel est passée en bêta.
C'est pas encore finalisé. Je vous invite, si vous êtes vraiment, vous avez envie d'explorer, allez jouer avec. L'information importante, qui est communiquée nulle part, qui est même pas écrite ici donc je sais que c'est bêta. On peut rajouter, avant ils ont lancé juste avec les clés OpenAI. Maintenant, on peut ajouter des clés Anthropic, des clés Google Gemini, et également des clés OpenRouter, qui est un système d'agrégation qui existe à part. Donc ça y est, si vous n'êtes pas chez OpenAI, il y a de bonnes chances que vous puissiez également utiliser maintenant vos propres clés pour faire appel à vos propres quotas, pas payer de choses supplémentaires. Donc ça aide, par contre, voilà, ça change beaucoup. Ils ont rebougé l'UI. Si vous n'êtes pas early adopter, prenez encore un petit peu de temps là-dessus. Il n'y a rien qui presse, ça s'en vient. Autre élément, c'était le tagging, mais qui est. Est-ce que je l'ai sauté ou il était ailleurs? Non, je ne l'ai pas encore vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Event Definition. Ah oui, alors, ça, c'était une fonctionnalité qui avant était réservée au plan growth, je crois. Donc, il fallait payer le 400 $ par mois supplémentaire. C'était plus pour des scale-up. Donc, c'est maintenant gratuit. Donc, très important. Ça veut dire que dans chaque événement individuel, on peut venir définir d'avance les propriétés. Donc, en gros, ça veut dire qu'on peut gérer le dictionnaire complet de nos événements pour un plan de tracking directement dans Postog. Et en fait, ça vient avec, on va tricher un petit peu, on va aller, vous voyez, dans la semaine suivante, ils ont amené l'outil, le tool MCP, pour être capable maintenant de gérer et de mettre à jour les définitions d'événements à travers, via des IA qui se parlent. Donc ça, c'est extrêmement important, en particulier pour nous chez Homeric, où on gère justement des plans de tracking et des playbooks. C'est-à-dire que vous pouvez documenter votre dictionnaire quelque part, et ensuite, avec votre IA, vous assurez qu'en tout temps, ça va être synchronisé dans Postog, sans aucune action supplémentaire à faire. Donc, vous êtes en train, vous avez, je sais pas, un doc Confluence ou un tableau quelque part, vous rajoutez une propriété, et bah boum, la propriété va être rajoutée toute seule. Ça, c'est à vous de le faire si vous n'utilisez pas des choses comme numérique, mais vous pouvez vous organiser pour faire en sorte que ça sera automatiquement synchronisé également dans Postog. Et après, à partir de là, la propriété, elle apparaît. Vous pouvez voir si elle est utilisée, pas utilisée, etc. Donc ça, en termes de synchronisation et de gestion automatisée des dictionnaires et des plans de tracking, super belle avancée qu'on n'a pas encore mise en place chez nous, mais très clairement, celle-là, elle est assez haut, très clairement dans notre liste. Autre élément, autre feature justement que je cherchais là, le tagging, qui était réservé aussi au plan scale-up. C'était de pouvoir créer des tags pour catégoriser les insights et tableaux de bord. Quand on commence à travailler, puis en rajouter au cours du temps, on en a beaucoup. C'était un peu abusé de le faire payer parce que c'est pas la peine d'être une grosse boîte pour avoir trop d'insights puis qu'on a besoin de commencer à les organiser. Donc c'est très bien qu'ils le donnent à tout le monde. Et je vais vous montrer, hein, pour bien que vous voyez l'état d'esprit de Postog. Allez, c'est l'heure de faire encore moins d'argent chez nous, mais ils sont pas bêtes, hein, ils savent très bien que ça veut juste générer plus d'adoption. Donc super intéressant. C'est vraiment voilà, pareil, des petits gains qui sont super intéressants au quotidien. Voilà. Bah écoutez, mine de rien, ça fait déjà quasiment, voilà, ça fait 15 minutes, on va dire, plus ces 3 minutes d'intro. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que c'est clair, mais vous voyez, ça bouge beaucoup. Si bien sûr vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr de quoi et quoi, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, vous pouvez me contacter sur les Slack communautaires. Ça me fera toujours, bien sûr, très plaisir de simplement répondre à vos questions. Et puis, on se retrouve donc dans quelques semaines. En fait, je me dis même qu'au lieu de faire une vidéo mensuelle, ça va être une vidéo bimensuelle parce que juste faire 2 colonnes pour 2 semaines, ça prend un petit 10 minutes. Donc, on va essayer de faire ça 2 fois par mois. Et bien sûr, si vous avez des attentes spécifiques ou des idées, bah, n'hésitez pas vraiment là à nous contacter et on va essayer d'adapter tout ça. Voilà, c'était la mise à jour de Postog pour la deuxième partie de janvier et on se retrouve très vite pour la mise à jour de mi-février. Bonne journée tout le monde, à une prochaine.